je me présente, je m'appelle Fabrice. Comment vous expliquer ça? Donc j'ai 40 ans. Il y a 36 ans, j'ai eu un assez grave accident. Je suis passé sous un tracteur tondeuse. Et donc j'ai perdu la main droite. Ça m'a aussi un peu abîmé la jambe droite. Et à l'époque, au niveau des prothèses, au niveau de la maniabilité des prothèses, de la technologie, il n'y avait quasiment rien. Il y avait un peu des pistes en Suède, mais c'était pas grand-chose. Attendez, je reprends mon souffle parce que les escaliers sont un peu... Donc à l'époque, quand on avait des prothèses, c'était des prothèses, on va dire, esthétiques, qui étaient plus là pour ressembler à un autre être humain qu'autre chose. Les années se sont passées, et en 1992, la recherche médicale et scientifique a commencé à s'inquiéter un peu plus de tout ce qui était facteur de prothèse bionique, on va dire, et donc qui pouvait répondre au doigt et à l'œil. On passe encore quelques années et on se retrouve avec 3 compagnies, une en Angleterre, une en Écosse et une en Allemagne, qui commencent vraiment à travailler là-dessus. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a commencé à avoir des prothèses qui répondent vraiment au doigt et à l'œil. Oui. Comment? Ouais, enfin, sur la capacité de comprendre et de programmer aussi une main pour qu'elle devienne, on va dire, intuitive et pas vraiment sensitive, mais qu'elle réponde vraiment à l'impact musculaire pour savoir si on va serrer fort, si on va pas serrer fort, pour pouvoir changer de mode de préhension. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été améliorées et un des gros remparts c'était la technique pour faire ces mains parce qu'il fallait utiliser des matériaux qui au départ coûtent très cher. Donc forcément la recherche, ce développement, juste pour expliquer pour cette prothèse-là, ils ont commencé il y a 10 ans à vraiment creuser le problème et celle-là c'est la 3e version qui est sortie il y a à peu près 2 ans et pour vous dire à quel point ça peut être compliqué, ils sont allés voir notamment un fondeur en aluminium parce qu'ils ont besoin de cette pièce-là qu'on voit au bout de la main. Ils ont besoin de moteurs qui sont faits en Suisse, dont certains qui coûtent très cher, etc., etc. Donc il y avait en même temps le fait que la technologie soit réalisable, tout en arrivant à trouver un coût à cette technologie qui soit raisonnable. Et ça a été un des plus gros défis en fait, qu'ils ont eu chez Bionic, entre autres, comme chez iTouch, comme chez Autoboc, etc., etc. Je vais juste vous faire voir, j'ai une toute petite vidéo qui montre les premiers tests que j'ai fait quand j'étais en Angleterre. Donc ça c'était il y a 1 an et quelques mois, et en fait donc on voit la main et on va voir ma tête un peu réjouie du fait que ça marche dans pas très longtemps. Juste ici. Et en fait vous voyez j'ai une sorte de brassard rouge en fait avec des capteurs qui sont posés sur mon avant-bras. Et donc c'est ce qui permet en fait de pouvoir entre autres contrôler la main on va dire. Et donc le pourquoi du comment on est allé là-bas, c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas de distributeur pour cette prothèse en France. Et quand on est revenu d'Angleterre, on a vu qu'il y avait un distributeur qui s'était installé 2 semaines avant, ce qui nous aurait évité de faire 2000 km. Et donc, quand j'ai eu testé cette prothèse, etc., toujours dans mon parcours, je me suis renseigné auprès de la Sécurité sociale, qui m'a dit qu'ils ne remboursaient pas ce genre de choses parce que ce n'était pas dans les chartes de la Sécu pour le moment. Et donc j'ai eu une idée. J'ai fait un fonds participatif sur Internet en me disant, tant qu'à faire, on va bien voir ce que ça donne. Donc le coût de la prothèse est de 35 000 €. Donc ce qui est quand même pas facile à trouver comme ça. Et donc en faisant ce fonds participatif, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, j'ai mis la petite vidéo que vous voyez là. J'ai utilisé mes compétences de photographe pour faire des contreparties. Pour pouvoir engranger l'argent qui permettrait de pouvoir donc payer la prothèse, l'avant-bras, etc. Ça a plutôt bien marché parce qu'au bout de 70 jours, au lieu de 90, on a dépassé la somme et résultat des courses, ben, voilà, on va dire ça comme ça. Ça c'est pour la partie, on va dire,
personnelle, financière, etc. Parce que c'est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes après, sur toute l'année qui vient de se passer, qui m'ont expliqué que c'était un peu compliqué d'avoir des prothèses bioniques parce que nouvelle technologie, donc pas encore dans les circuits de la Sécu. Donc il faut passer soit par des associations, soit par du fonds participatif, etc. etc. Que dire d'autre? Après, sur la technologie, c'est pas très compliqué, de base. Ça fonctionne comme ça. Des capteurs musculaires fixés directement sur la peau enregistrent les mouvements du bras. Ces signaux mécaniques sont transformés en signaux électriques, puis amplifiés par un moteur électronique placé dans la prothèse, déclenchant ainsi l'ouverture et la fermeture de la main. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Le gros avantage en fait par rapport à cette prothèse, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de chirurgie et de faire de l'implantation nerveuse en fait. Dans mon cas, c'était un petit peu plus compliqué parce que en partant sur un système d'implant nerveux, en fait, j'ai eu une infection il y a très longtemps sur une opération de la jambe, j'ai un staphylocoque doré, et là, les chirurgiens, les médecins, ils m'ont tous dit, c'est hors de question. La technologie en question, avec ces capteurs, permet donc de contrôler la main, de pouvoir changer de mouvement, d'avoir de la nuance. Bonjour. Et en fait, on a différents modes, on va dire, qui sont là, vous allez le voir forcément, mais normalement c'est assez transparent quand je m'en sers dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai un petit bouton qui est là, ici, qui va me permettre de pouvoir changer de mode de préhension, etc., etc. La seule chose, on va dire, qui est vraiment mécanique, ça c'est le viens ici monsieur, tu vois, la seule chose qui est mécanique dans toute cette main, c'est le pouce, en fait, pour passer du pouce opposable au pouce non opposable. Ici. Ce qui va me permettre d'avoir encore d'autres mouvements. Il y a une dernière petite modification qu'on a fait dans l'année, qui peut être un peu perturbante pour les gens. Parce que je crois que je vais être le seul à pouvoir faire ça dans la salle. Donc voilà. Oui? Comment? Ça existe pour les yeux aussi. Ah bah oui. D'ailleurs, il y a un reportage qui passe la semaine prochaine, mercredi soir sur BFM, qui parle aussi des implants des yeux. Mais on va y venir à toute la technologie, parce que ça, c'est une main, mais il y a aussi les jambes, il y a aussi les yeux, il y a aussi les oreilles. Ça pose des problèmes philosophiques aussi. Ah ben, bon, vous inquiétez pas, c'est prévu, on va en parler. Ça Ah ben, ça pose des vrais problèmes éthiques. Tout ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Juste pour vous prouver que c'est pas un leurre, c'est vraiment une vraie main bionique. S'il y a des âmes sensibles, ne regardez pas. Tada. Non, parce qu'il y en a qui pensent toujours qu'en fait, il y a vraiment une main qui est cachée à l'intérieur, et en fait, pas du tout. Quoi dire d'autre encore sur les prothèses bioniques et sur les mains bioniques? Après, on étendra un peu plus le sujet. Il faut savoir qu'en France, il y a 200 personnes par an qui perdent une main. Donc, ce qui explique le pourquoi la Sécu réchigne un peu à rembourser, parce que c'est en dessous d'une maladie orpheline, que ça coûte très cher. Et donc, pour eux, c'est pas une priorité. Il y aura plus, c'est étonnant, hein, il y aura plus de facilité de remboursement sur des prothèses de jambes, sur des prothèses de pieds, etc. Mais pour la main, c'est un véritable calvaire. Quand on a commencé à se renseigner un peu auprès de la Sécu l'année dernière, quand moi j'ai eu celle-là, ils étaient en train de donner l'équivalent d'une accréditation en fait, au niveau du remboursement pour le constructeur qui est en Écosse, qui s'appelle iTouch. Ça devait se faire en décembre, ça a été reporté d'1 an. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué comme système. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Point de vue sensibilité. Il n'y en a pas. Parce que justement, c'est pas connecté au nerf. Mais, en fait, tout à l'heure, quand j'ai serré la main du jeune homme, je ne te l'ai pas broyé. On peut le connecter. Comment? On peut le connecter au nerf. On peut le connecter au nerf. Alors, justement, il y a une équipe italienne qui a fait un système de prothèse de main, donc qui est capable de sentir la dureté ou la douceur d'un objet, en même temps le chaud, le froid, s'il y a de l'air qui passe dessus. Le seul souci, c'est que l'ordinateur, pour le moment, pour gérer ça, il fait la taille du pupitre. Donc il va falloir qu'il réduise considérablement toute cette machinerie pour pouvoir avoir une prothèse qui puisse sentir vraiment tous ces aspects-là.
En devenir de prothèse, je pense que dans une dizaine d'années, on aura des systèmes d'implants nerveux qui ne seront pas des implants intrusifs, c'est-à-dire qui seront en sous-cutané, qui comprendront les flux. Et avec le côté exponentiel de la technologie, forcément, ça va ne faire que progresser. Et là, on en vient en problématique, justement. C'est que moi, j'ai fait un petit pari l'année dernière avec des amis, et je pense que dans 10 ans, en fait, la technologie en prothèse bionique sera supérieure à ce que peut fournir une vraie main. Et donc, le vrai problème éthique, c'est est-ce que les gens sont prêts à se séparer de leurs mains ou de leurs pieds pour avoir quelque chose de meilleur? On parlait d'un plan oculaire tout à l'heure. Pour le moment, c'est encore des images en noir et blanc. Ça va passer à la couleur cette année, mais rien n'empêche qu'on ait, je sais pas, un capteur thermique, un capteur infrarouge. Et là, je pense qu'il y en a qui se poseront la question. Je vais boire un coup, excusez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il y a eu une émission comme ça ce matin à Europe. Europe. Europe numéro 1, oui. Ah, je fais le temps d'écouter. Sur le cerveau bionique, sur les âmes. Ah, mais il y a le projet de conférence, on va en parler. Ouais, alors, le problème des bouteilles en plastique, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est un peu compliqué. Voilà, en moyen fonctionner, c'est ce que j'avais demandé. Vous sentez en fait, la pression? Oui, je sens la pression, je sens quand je vais aller écraser quelque chose, par exemple. Mais le problème des bouteilles en plastique, par exemple, quand elles sont très fines, c'est que j'ai beau m'arrêter, mais comme je force aussi du bras gauche, il y a des moments où j'ai des retours réflexes en fait, sur le bras droit qui font que ça continue en fait. Donc en fait ça fait... je veux bien que tu me laisses, s'il te plaît. En fait, je vais le faire sans micro, c'est mieux, non? Donc vous voulez vraiment... C'est pas pris, oui, bon. En fait, pour expliquer, c'est que là, ça va faire quasiment 1 an que j'ai cette prothèse. Donc pendant 36 ans, j'ai pas eu de prothèse. J'en ai une quand j'étais gamin, j'avais 5 ans. Quand je m'en servais, c'était plus pour la décrocher de mon bras pour aller taper sur la tête de mes petits camarades. Parce que ça servait qu'à ça. Et donc j'ai eu des habitudes de vie pendant 36 ans où je n'ai fonctionné qu'avec la main gauche. Quand je me suis retrouvé avec la prothèse l'année dernière, la simplicité d'utilisation était flagrante. Par contre, tout le réveil musculaire sur le côté droit a été particulièrement violent. Et donc, non mais c'était particulièrement compliqué parce qu'il y a des moments où je lâchais des objets parce qu'à force de trop forcer du côté gauche, pour certaines choses, tout en tenant quelque chose du côté droit, en fait la main elle s'ouvrait pour un oui ou pour un non. C'est un peu d'ailleurs pour ça qu'avec la bouteille d'eau, quand j'essaye de forcer comme ça, en fait, il y a tout un rééquilibrage musculaire qui se produit à ce moment-là, et donc, j'ai des contractions qui vont se produire sur l'avant-bras. J'ai calculé que, je pense d'ici 2 ou 3 ans, je serai complètement opérationnel par rapport à la prothèse. Ce qui n'est pas beaucoup, finalement, par rapport à 36 années où j'en ai pas eu du tout. Et après, c'est une histoire de reprendre ses réflexes, c'est-à-dire savoir quand utiliser la main droite et la main gauche, savoir combiner les actions, enfin, etc. etc. C'est un peu comme si j'apprenais le vélo, on va dire. Excusez-moi. Du coup, ça vous sert à quoi le fait que la main puisse tourner comme ça, comme vous nous avez montré tout à l'heure? Alors, ça, c'est dans le cas où je me retrouverai en carrosse avec la reine d'Angleterre et que je dois dire bonjour à la foule. D'accord. Non, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce mouvement de bras, donc là, je suis encore en plein apprentissage par rapport au poignet. Donc, soit j'ai ce mouvement-là, soit j'ai ce mouvement-là. Tout simplement. Ça peut paraître bête. Après qu'elle fasse un tour à 360, c'est que pourquoi limiter un truc dans ce cas-là? D'autant plus que ça permet d'avoir des nouveaux mouvements dans ces cas-là. C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien prendre un objet en retournant complètement la main, en le prenant sur le côté, sans avoir à moi me déplacer, etc. etc. Sur tout l'apprentissage, j'y reviens juste. En fait, le réveil musculaire, quand on n'a pas utilisé des muscles pendant très très longtemps, il y a des crampes qui sont quasiment instantanées, donc il faut faire très attention à ça, parce que ça a tendance à, s'il y a trop de crampes, à carrément détruire les muscles au bout d'un moment, et donc il faut y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça a été un peu compliqué pour moi justement quand j'ai reçu la prothèse au mois d'avril, parce que forcément, je suis un peu un gamin, on a envie de s'amuser avec le jouet,
Et donc, je faisais tout avec la main droite. J'en étais presque à délaisser la main gauche, en me disant, maintenant que je l'ai, ben, ça va me servir, ça va me servir, ça va me servir. Et ça m'a, malheureusement, j'ai un peu poussé les limites trop loin. Et donc, je me suis retrouvé avec vraiment des gros problèmes de dos, d'épaules, de muscles, etc. Donc bon, maintenant c'est fait, c'est rectifié. J'ai juste une petite question automatique dans ma tête qui est main gauche ou main droite. Ou les deux, forcément. Donc voilà, c'est juste une habitude, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo, en fait, tout simplement. D'autres questions? Vous voulez par exemple, il y a un musicien. Attendez, monsieur. Est-ce que ça vous change de la main gauche? C'est-à-dire? Les mouvements, Alors en fait, c'est des mouvements qui sont préprogrammés, plus ou moins. Mais après, chaque mouvement peut aider en fait à faire, je sais pas moi, par exemple, 5, 6, 7, 8, 10 actions. Par exemple, on va le faire avec toi. Ça peut servir autant pour serrer une main que pour porter quelque chose. Ok? Après, par exemple, un des mouvements que j'utilise le plus en ce moment, c'est quand je prends un café avec des amis. Ça me permet d'ouvrir les sucres, etc., etc. Mais c'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, j'utilisais toujours ma bouche avant pour m'aider avec la main gauche. Et maintenant, j'utilise vraiment les deux. Et en fait, c'est des actions combinées. Et au départ, c'était très perturbant pour moi. Et au fur et à mesure, boum, on s'y fait. Oui? Par exemple, il y a un musicien, il manquait 2 doigts. Oui. À Django Reinhardt. Oui. Et il dit que si on lui avait mis des prothèses de doigts, enfin des... il ne va pas penser à sa technicité. Oui, alors, ça, on va pas penser à sa technicité. On rentre dans un autre problème, en fait. Il aurait joué tout en accord, pas en solo. Voilà. Oui. Mais, moi, j'ai fait de la musique pendant 12 ans et je joue du corps d'harmonie, par exemple. Voilà. Sauf que, quand je joue du corps d'harmonie, je ne mets jamais la prothèse. Parce que je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je fais un blocage. J'ai tellement l'habitude, le rapport avec la musique et l'instrument de musique est un rapport de fusion avec l'instrument. Donc si on bouleverse énormément d'années là-dessus, là ça va devenir compliqué. L'avantage de ça, c'est que maintenant je peux faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Ça me sert dans la vie de tous les jours, mais j'ai aussi un autre avantage, c'est que je peux décider de l'enlever ou de la garder. Oui, voilà. C'est ça le truc. C'est justement là où la technologie est géniale, c'est que j'ai le choix maintenant. Alors qu'avant, je n'avais pas du tout. Il vient de faire une tête, lui. Hop. Et c'est presque facile à remettre. Il faut juste le petit machin qui est dans Mais c'est le ça poche. la question, des années 100. Oui. Donc, il y a une adaptation de fonctionnement. Et là, la prothèse. Donc, est-ce que vous arrivez à être aussi adroit avec la prothèse que sans la prothèse? Alors, pour ça, en fait, c'est... Est-ce que bien exprimé? Oui, très bien. Des années sans prothèse? Il y a un an, j'aurais été incapable d'utiliser un ordinateur avec 2 mains. Maintenant, je commence à le faire de plus en plus. C'est de l'adaptation, en fait. Et savoir si c'est plus efficace ou moins efficace, forcément. Parce que, ne serait-ce que quand on canote sur un ordinateur, on va faire des raccourcis clavier, etc. Et honnêtement, avoir 2 mains espacées pour faire ça, c'est beaucoup plus pratique. Pour la photographie, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai un autre souci physique. C'est que pour le moment, j'arrive pas à toucher ma tête avec la main droite. En fait, la flexion du coude, en fait, est trop limite encore. Donc je récupère à peu près 1/10 de degré par mois. Donc ça va prendre beaucoup de temps, ça par contre, parce qu'il me faut encore 6-7 degrés. Donc ça laisse 5 ans, c'est simple. Mais pour d'autres choses, notamment pour la photo, le fait que j'ai justement cette nouvelle main, tout en tenant l'appareil de la main gauche, ça me permet quand même de pouvoir donner des indications de la main droite qui sont plus visibles que quand j'avais pas de prothèse. Qui sont plus faciles. Je peux aussi prendre comment ça s'appelle? Je peux prendre un flash pour le déporter, je peux utiliser des accessoires pendant que je suis en train de faire les photos. Enfin bon, ça a complètement bouleversé. Mais le tout, c'est de se créer des nouveaux repères en fait. Voilà, oui. Et vous pouvez prendre des trucs lourds? Ouais. Ah, il va te porter. Trouve-moi un bloc de 50 kg, je te le porte.
On les fait les 50. Non, mais c'est-à-dire que en fait, la technologie de cette main, ils n'ont pas fait une main ultra rapide, ils n'ont pas fait une main qui va briser les barres en fer, mais ils ont fait une main notamment qui peut porter 50 kg de poids. Donc ce qui est plutôt bien. Il y a de l'aluminium, il y a du carbone, il y a du titane, il y a de l'acier, il y a du laiton, enfin bon, il y a un peu tout. Il y a du Kevlar, enfin, toute cette adjonction de matériaux est faite pour qu'en fait, j'ai pas de soucis, par exemple, pour casser la main, on va dire. Bon, après, c'est un peu comme n'importe quel outil technologique. J'ai eu un petit truc assez rigolo au mois de juillet l'année dernière. Il y a le ressort du petit doigt ici qui s'est cassé. Bon, il était un peu vrillé, c'est reparti en maintenance. Sauf que quand je levais la main, boum, j'avais le petit doigt qui tombait tout seul comme ça. Et quand je bougeais la main, ça faisait le petit doigt qui faisait boum, boum, boum. Donc il y en a pas mal qui se sont foutus de ma gueule sur le coup. Mais après, c'est vraiment un outil... Il y a quelqu'un qui m'a demandé en début de semaine, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est quelque chose, et moi j'ai répondu, c'est un peu comme si j'étais passé du marteau au couteau suisse d'un coup. Donc forcément, il y a tous ces paramètres à prendre en compte, et donc bien connaître aussi la technologie de la main. Tu m'as demandé si je peux porter du poids. Oui, je peux porter du poids. Par contre, quand je vais prendre un objet, je peux prendre des œufs sans les casser, par exemple. Mais, pratique. C'est un super truc aussi pour les petits garnements qui sont très énervants, je peux leur tirer les cheveux comme jamais, parce que le bout des doigts est hyper adhérent, et donc une fois que c'est fermé, il n'y a plus rien qui bouge à l'intérieur. C'est très exaltant en fait, tout ça, parce qu'on apprend et on découvre des choses nouvelles, et je trouve que c'est toujours intéressant qu'on ait 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans, peu importe, on ait toujours cette capacité de s'adapter, d'apprendre et d'améliorer un peu la vie qu'on a, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. En fait, vous disiez que, par exemple, pour la flexion du coude, oui, vous appreniez tous les jours à des degrés supplémentaires. Ouais. Avec qui vous apprenez ça? Vous apprenez ça tout seul ou avec des kinés, des Alors, je fais ça avec des kinés. On va peut-être demander... Le micro, oui. On va demander à allumer et à faire passer le micro. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de lumière dans la salle? Et est-ce que tu pourrais faire passer le micro, s'il te plaît? Donc je reprends la question pour savoir comment il y avait l'adaptation. Donc c'est passé par un kiné au départ, ne serait-ce que pour pouvoir mieux contrôler la main. Quand on a su que j'allais avoir la prothèse, les 4 mois qui ont précédé, je suis allé 3 fois par semaine chez le kiné. On a fait ce qu'on appelle de la rééducation analytique. Donc la rééducation analytique, en fait, ça consiste à bien comprendre quand on contracte, notamment le muscle qui est à l'extérieur de mon bras, par rapport au muscle qui est à l'intérieur de mon bras. Mais on a aussi préparé autre chose. En fait, il se trouve qu'on peut désolidariser en 4 les muscles qu'il y a internes et externes, pour plus ou moins comprendre que quand on va bouger telle partie du muscle, ça va plus correspondre au pouce et à l'index. Telle autre partie, ça va être le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. La technologie en ce moment, elle est en train de changer sur les capteurs. Là, je suis basé sur un capteur à 2 impacts, et bientôt, normalement, d'ici la fin de l'année, il va y avoir des capteurs à 8 impacts. Ce qui là me permettra d'avoir beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de maniabilité. Pour revenir sur la flexion du coude, donc c'est une fois chez le kiné toutes les 2 semaines, on va dire, et après c'est chez moi, c'est l'exercice, de l'exercice, de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut en même temps faire la flexion, mais en même temps toujours conserver l'extension. Donc ça c'est 5-10 minutes par jour, et puis je le fais même moi, comme ça, quand je suis en train de me balader, je fais des mouvements automatiques pour conserver le truc, quoi. D'autres questions? Attendez. Je vais vous demander, moi, vous posez la question, vous étiez avant votre accident droitier ou gaucher? Alors, comme j'ai mon accident, je n'avais même pas 4 ans. Ouais. Normalement, le centre d'écriture, on va dire, s'installe plus ou moins à ce moment-là. Donc je m'orientais plus sur le fait d'être droitier. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je suis un véritable droitier contrarié. Il se trouve qu'avec la prothèse, en fait, il se passe un truc assez rigolo. Je suis en train de devenir ambidextre. C'est étonnant, non? Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez la mettre sous l'eau ou il faut... Non, c'est pas étanche encore. C'est une bonne question. Ça viendra. C'est pour ça que j'ai couru comme un dératé là, pour arriver à l'intérieur de la médiathèque tout à l'heure. Et c'est prévu là aussi, que ce soit chez Bibionic ou les autres, en fait, la recherche en nanotechnologie permet de faire des imperméabilisants, je vais y arriver,
qui fera que, normalement, là, il faut encore attendre au moins 2-3 ans, je pense. On pourra très bien garder la prothèse de façon permanente, sans se soucier qu'il y ait de la pluie, de la neige, une bouteille d'eau qui soit renversée sur vous. C'est aussi pour ça que j'ai demandé de l'aide pour la bouteille d'eau, parce que si je serrais trop fort, ça allait se verser sur la prothèse, et là, c'était retour à l'envoyeur direct en Angleterre, 2 semaines sans, donc 2 semaines sans pratique, donc perte de muscles, etc. etc. Ouais. Vous n'avez pas de roue de secours? En parlant de roue de secours, le petit truc rigolo, c'est qu'avant que la prothèse arrive au mois d'avril de l'année dernière, j'ai fait les pires cauchemars de la Terre, dont un qui est revenu régulièrement, c'est que je rêvais qu'il m'envoyait une main gauche, pour vous dire. Et après que j'ai eu la prothèse, j'ai rêvé que je l'avais un peu comme dans les films avec des GI américains qui remontent des pistolets en 10 secondes, et que j'avais toutes les pièces détachées de la main devant moi, avec un mec qui me disait « t'as 10 minutes avec ce tournevis ». Donc vous voyez, ça c'est plus l'impact psychologique de tout ça. Oui, attends. Vous pouvez écrire? Oui. Avec la main droite, oui. Non, la main gauche, oui, je peux écrire, oui. La main droite, oui, évidemment, mais là, j'en suis plus au stade de faire des croix. Donc c'est pratique pour signer, mais c'est... Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier que vous avez cette main, de fonctionner sans réfléchir et sans... Ah oui, de plus en plus. Ça devient instinctif. Ça devient instinctif, ça a été... Justement, quand j'ai commencé à me poser plus la question, il y a quelques mois, est-ce que j'utilise la main gauche ou est-ce que j'utilise la main droite? Là, l'intuitivité est vraiment arrivée dans mon cerveau. Parce qu'on parlait de réveil musculaire, mais il y a le réveil du cerveau aussi qui est un petit peu compliqué dans cette histoire. Moi j'ai une autre question aussi, du coup je vais en profiter. Apparemment vous êtes photographe. Oui. Du coup, comment vous faisiez déjà avant avec une seule main pour faire ce métier, et qu'est-ce que ça a changé du coup depuis que vous avez... Alors j'ai répondu déjà tout à l'heure à la question, mais je vais re-répondre, c'est pas grave. En fait, ça n'a pas changé grand-chose pour le moment. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette histoire de flexion en fait que j'ai pas encore au niveau du coude. Ça me sert plus pour donner des indications aux gens. Alors en plus, là, depuis quelques mois, je fais plus des photos sur un pied photo, parce que j'utilise des objectifs un peu compliqués ces derniers temps. Et donc il faut vraiment que ça soit posé, équilibré, etc. Mais sinon, quand je fais des photos de base, ma main gauche et tous mes doigts sont de merveilleuses ressources pour arriver à faire la mise au point, l'ouverture, la vitesse, le cadrage, etc. etc. Ça fait quasiment 30 ans que j'en fais, donc c'est une habitude là. Oui, il y avait le monsieur là-bas. On vous apporte le micro. Elle voudra ce qu'elle voudra, mais j'allais vous dire, est-ce que vous vous grattez avec votre nouvelle main? Gratter quoi? Non, toujours pas la tête, mais oui, ça m'arrive de me gratter quand il y a un petit truc je sais pas, une petite démangeaison sur la main gauche, là forcément ça devient très pratique, quoi. Vous m'avez jamais posé cette question. Je bois un coup de choc. D'autres questions? Est-ce qu'il y a un seul domaine où votre main droite actuelle est supérieure à la gauche? Non. Non. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment, et c'est pas la politique des entreprises qui font ça. L'année dernière, je me suis retrouvé à l'université Johns Hopkins, qui est en fait mandatée par le DARPA, qui est la section médico-militaire américaine. Et donc ils ont créé une prothèse de main au coût de développement absolument faramineux, il y en a pour 100 millions de dollars. Et en fait, ils ont fait une main qui est très rapide, très résistante. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas fait que pour les gens à qui il manquait une main. En fait, c'est plus pour faire des robots automatisés, etc., qui vont faire la guerre à la place des vrais humains, etc., ce genre de choses. Mais cependant, c'est quand même adapté sur quelques soldats américains. Et donc, dans ces cas-là, ces mains-là, forcément, ont une pression plus grande, une acuité, je ne sais pas si on peut parler d'acuité, précision plus grande aussi. Et après, au niveau mode de programmation, c'est hautement plus évolué. Mais bon, le coût du projet est énorme. Et tout à l'heure, on en parlait avec monsieur, là, et je reviens sur le problème éthique. C'est un peu ça le danger de tout, enfin le danger, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'homme réparé, et dans quelques années, ça ne sera plus l'homme réparé, ça sera l'homme augmenté.
Et ça, c'est un vrai problème de fond. Ça commence à s'énerver un peu sur les comités d'éthique un peu partout dans le monde. Ah bah oui, oui. Enfin bon, moi ça ne me gênerait pas d'avoir un appareil photo dans l'œil, hein, qu'on soit bien clair, mais ça serait beaucoup plus simple. Mais ça pose quand même des questions assez profondes. Et notamment, il y a... T'inquiète, arrête de lever la main, je vais t'écouter après. Il y a ce qu'on appelle le projet 2047, c'est une femme qui est transgenre, transhumaniste, c'est une des 500 plus grosses fortunes du monde, et en ce moment elle est en train de mettre du capital pour qu'on puisse scanner son cerveau. En fait, elle est en train d'essayer de devenir immortelle. Donc voilà. Et ça pose encore un autre problème éthique. Donc voilà. Je crois que... On t'apporte le micro. Attends, on t'apporte le micro. Si vous portez plus de 50 kilos, ça fait quoi? Bah ça casse. C'est comme toi, je sais pas quel poids tu peux porter en ce moment. Je sais pas, on va dire 10 kilos. Bah, si tu prends un truc qui fait 25 kilos et que tu le portes, tu risques de te péter la colonne vertébrale. C'est tout bête. Donc, et je reviens justement sur ça, on est toujours dans la même veine. Est-ce que c'est la science au service de l'être humain ou est-ce que c'est l'être humain qui se complaît de la science pour devenir meilleur, entre guillemets? C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous dormez avec? Non. Non, parce que ça fait très mal à ma copine quand je fais un grand coup comme ça. Elle me l'a bien fait comprendre la dernière fois. Et pour conduire Pour conduire, il n'y a aucun souci. Il y a par contre une réglementation assez étrange. C'est que pour conduire, il faut que la main soit débranchée. On n'a pas le droit de conduire avec une prothèse sous tension. Sinon les assurances ne couvrent rien. Et après, accessoirement, moi, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de voiture, par choix. Parce que j'habite à Avignon et qu'il y a les transports en commun, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut tout autour, etc. Mais de temps en temps, quand même, pour aller faire un petit tour de balade, j'ai mon petit vélo Solex avec lequel je m'éclate bien. Donc voilà. Et à deux mains, là, par contre, c'est vachement plus pratique. Oui? Non, j'ai cru voir quelqu'un qui... Et du coup, le regard des gens, quand par exemple vous êtes dans le tramway, les gens ils font attention quand même que vous avez une main qui est particulière. Comment ils réagissent ou comment ils viennent vers vous, ils posent des questions, ça se passe... Je sais pas, c'est peut-être à eux qu'il faut poser des questions. Au niveau de la réaction des gens, c'est assez étonnant. Alors, il n'y a pas de frayeur. Il n'y a pas de... Sauf tout à l'heure, là, quand j'ai enlevé la prothèse, il y en a qui ont fait comme ça, là, mais c'est normal, ça peut être impressionnant. Il y a surtout un côté hyper souriant. Parce qu'en fait, ils voient que moi, je suis très heureux d'être comme ça maintenant. Donc le fait que je sois heureux, ça me fait sourire. Quand on voit quelqu'un qui sourit et qui on serre la main, le réflexe, c'est de sourire aussi. Et c'est assez étonnant. Après, forcément, les gens... m'interpellent dans la rue. Tout à l'heure, juste avant d'arriver à la médiathèque, je me suis arrêté prendre un café en vitesse et il y avait deux personnes au troquet. Et tout de suite, ils m'ont vu, m'ont fait « on peut faire des photos et ça marche comment ?» et machin, etc. Et c'est ça qui est bien. C'est que je fais partie pour le moment des rares privilégiés à être équipé avec ça en France. Et je ne vais pas m'enterrer chez moi. Il faut, si les gens ont des questions, il faut leur en parler, il faut qu'ils comprennent, il faut les sensibiliser. Sur la problématique pour les autres personnes à qui il manque une main aussi et qui voudraient avoir des prothèses bioniques. Donc c'est assez réjouissant en fait. Je me sens pas supérieur ou différent ou etc. J'ai pas changé de comme j'étais avant d'avoir la prothèse. Mais il y a un côté enjoué qui est vraiment très flagrant. Oui. Et si vous tombez Je me fais mal. Non mais je veux dire, est-ce que vous avez tendance à vous protéger avec votre main? Non. Non, mais ça c'est plus un réflexe de ski et de Solex. En fait, j'ai appris que quand on tombe sur l'épaule, on tombe jamais les mains en avant. Parce que j'ai eu trop d'amis. Ouais. Non, j'ai eu trop d'amis qui se sont pété les poignets en fait. Et... Donc ça c'est le genre de truc que j'ai appris très vite. Oui. Pour vous habiller, vous mettez les deux mains, vous utilisez les deux mains? Alors ça dépend. Pour faire mes lacets, oui, par exemple. Pour m'habiller, pour m'aider à mettre mon pantalon, attacher ma ceinture, ce genre de choses. Et après, voilà. Quoi. Mais généralement, ma prothèse, c'est... je mets d'abord t-shirt chemise, si tu veux tout savoir de ma vie du matin. Et t-shirt chemise, après je mets la prothèse et après je finis de m'habiller. Donc voilà.
dossier de la main en fer, le bionique que vous portez, vous la rangez dans un coin bien particulier le soir? Ouais, chez moi. Ah, alors... Oui, chez moi. Non, mais dans mon appart, tranquille. Par contre, quand je pars à l'étranger, comme ça a été le cas l'année dernière quand on a tourné le documentaire, dont je vous donnerai le titre, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui vous en expliquera beaucoup plus aussi, on a toujours fait en sorte qu'il y ait un coffre-fort dans la chambre pour pouvoir l'entreposer. Parce que bon, ça serait un peu dommage que j'aille à un endroit et qu'en me réveillant le lendemain, je fais ah. Voilà. Mais par contre, ça aussi, c'est un autre problème. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Et en fait, j'ai des amis qui ont une compagnie d'assurance, j'en ai parlé il y a 1 an, j'attends toujours des nouvelles. Et en fait, c'est très compliqué d'assurer ce genre de choses parce que c'est une sorte d'assurance multirisque spéciale. Alors, ils m'ont sorti 14 milliards de termes absolument incompréhensibles pour moi. Et en fait, c'est le coût de la chose. C'est-à-dire que quand on part sur quelque chose qui coûte 30-35 000 euros, trouver une assurance qui soit raisonnable à l'année, si en plus on doit se taper 1000-1500 euros de prix manuel, ça fait un peu mal, quoi. Comment? Ah non, celui qui s'est mis en veille l'ordinateur. Normalement. Bon, c'est pas ça grave. De toute façon, on n'a plus trop besoin de... Non, non. Et donc ça, c'est aussi un souci. C'est pareil pour la maintenance de la main. Ça coûte assez bonbon, parce que j'ai payé 5 000 euros de plus pour l'histoire. Enfin, voilà. Après, c'est pour ça qu'on fait attention, c'est notamment sur le fait de tomber, etc. Du fait du coût de la chose, il faut faire attention. Parce qu'un choc très violent, on pète des doigts, c'est évident. Oui. J'ai pas compris, en fait, vu que c'est pas relié au nerf, comment ça marche avec le capteur? Est-ce que c'est télécommandé ou Eh ben en fait, j'ai mes 2 capteurs qui sont dans l'avant-bras, là, comme la petite vidéo qu'on a vue au départ qui explique le système. Et après, il y a un système de câblage qui repart vers la main. En fait, toute la programmation, tout ce qui est fonctionnement de la main est dans la main. Après, les capteurs... Ah oui, si, en fait, j'ai encore besoin du vidéoprojecteur. Je suis désolé. Pourquoi était-elle noire? Oh bah ça, c'est pour le look. C'est quand même mieux d'avoir une main de Terminator que... Non, on m'a proposé d'avoir des gants imitation chair, etc. Et j'ai refusé parce que ça, pour moi, ça me correspond pas. Si, bah, j'allais faire voir justement pour les capteurs. Je savais bien que j'avais oublié de vous montrer un truc. Non, on a l'impression qu'il est mis en veille. Ouais. Ah, ça y est. Alors, je vais le faire sans micro parce que là ça va être un peu compliqué. Donc je ne vais pas la réenlever, hein. Je refais juste voir, pas trop sombre. Et un tout petit peu plus de lumière s'il vous plaît. Merci. En fait, c'est un capteur qui est posé là. Et un autre capteur qui est posé ici. Donc le truc c'est que c'est comme si je faisais ce mouvement là en fait du côté droit, ça va ouvrir. Quand je le fais dans l'autre sens, je schématise grandement, ça va fermer. Si je rouvre et que je refais une contraction à l'extérieur, je change encore de mouvement. Et pour le poignet, bon pour le moment on a un interrupteur parce que l'apprentissage est aussi un peu long. En fait c'est quand je contracte les 2 muscles en même temps. Et après, je choisis de contracter à gauche ou à droite pour pouvoir tourner, etc. etc. Vous arrivez à faire un mouvement que vous ne voulez pas faire? Oui, ça m'arrive. Et ça, c'est pas possible? Non, pas encore, mais bientôt. Ah, ouais. Bientôt. Ah, ouais, je sais. Alors. Sur des robots, j'y arrive. Sur des robots, j'y arrive. Je retrouve ma souris et on va être bon. Les robots qui jouent le piano. Donc voilà. Là en fait, on voit donc les capteurs et l'impact musculaire en fait que ça a sur les capteurs. Donc quand j'ouvre, vous voyez que le capteur qui est à gauche, c'est pour le signal d'ouverture. On a
une barre bleue, une barre rouge et la barre verte. Donc là, je les ai réglés d'une façon un peu strong, justement par rapport au poignet pour pouvoir mieux passer, mais c'est pas encore ça. En fait, la barre bleue, c'est l'impact minimum, la barre rouge, c'est l'impact maximum. Et l'intervalle qui est entre les deux, en fait, c'est la rapidité avec laquelle la main va s'ouvrir ou se fermer. Donc, si je ferme, vous voyez, hop, si j'ouvre, et vous voyez que j'ai encore un peu des parasites, en fait, du côté externe, ou interne, non, interne, c'est-à-dire que quand j'ouvre, la face interne continue quand même un peu de fonctionner. Et c'est là où, justement, la technologie devient intéressante, c'est qu'ils ont réussi à programmer, à comprendre qu'on puisse avoir des mouvements réflexes parasites, en fait, sur le fonctionnement de la main. Donc, en fait, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Si on devait regarder comme ça... attendez... Il faut que je retrouve juste où ce que c'est. Non, c'est pas là. On a un truc où on voit... En fait, on a un endroit où on voit les variations musculaires et nerveuses. Quelques instants, parce que ça, cette partie-là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, je ne sais plus où c'est, je suis désolé. Mais en fait, c'est ça aussi le gros avantage, c'est que sur le mode de fonctionnement, ils ont fait en sorte qu'on puisse en fait commencer à s'en servir très rapidement. Quand vous avez vu la vidéo au tout début où je fais les premiers tests, c'était 45 secondes après qu'on ait mis les capteurs sur le bras. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. D'autres questions ? Ça vous arrive de ne pas mettre la main? Oui, ça m'arrive de ne pas mettre la main. En fait, il faut que je me repose de temps en temps. Pas pour des raisons de fatigue, mais il faut que l'avant-bras respire à certains moments, parce que sinon ça peut provoquer d'autres contraintes. Et puis, en fait, au début, sur les premiers mois, je ne la portais pas toute la journée. Je la portais le matin ou l'après-midi. Parce que sinon, à force de trop forcer, en fait, on va avoir exactement le résultat inverse. Oui, non. Ah, j'ai cru. D'autres questions? Voilà, une petite question. Il y a des aérations, c'est aéré là? Non. Vous parlez des trous? Non, ça c'est parce qu'en fait... Ah non, c'est de la fibre de carbone. Le gros avantage de la fibre de carbone, c'est qu'il... Non. La fibre de carbone, en fait, c'est très pratique parce que ça, par contre, c'est ultra résistant. On peut y aller à coups de marteau. Donc voilà. Oui. Ça pèse combien à peu près ça? Alors la main... Enfin, une bonne question. La main et l'avant-bras, ça pèse 1,2 kg. On va attendre que les petites chaunes s'installent. Donc ça pèse 1,2 kg et la main, le poids d'une main et d'un avant-bras chez un adulte mâle, on va dire, pèse aux alentours des 2,5 kg, 3 kg. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très lourd au départ. On a vraiment l'impression d'avoir un bloc en béton, boum, qui te tombe dessus. Mais après, c'est l'habitude, c'est la remusculation, c'est la kinésithérapie, comme j'ai expliqué à monsieur tout à l'heure, etc., etc. Je suis invalide, disons, ce n'est pas de la masse musculaire. Mais elle se refait la masse musculaire. Forcément, c'est de l'entraînement. Je ne sais pas si, et j'espère que vous n'êtes pas passé par là, mais si vous êtes déjà cassé un bras ou une jambe, on perd très vite en masse musculaire en fait. Et donc le réapprentissage va prendre quasiment autant de temps que le moment où on est resté dans le plâtre. Donc voilà. Oui, madame. Attendez. Par rapport à l'expérience que vous avez maintenant de cette main, si vous envisagiez des améliorations, qu'est-ce que vous préconiseriez pour améliorer la technique? Un 6e doigt? Non,
En fait, l'amélioration de la technique, le vrai défi, c'est pouvoir désolidariser tous les doigts. Donc, comme monsieur demandait tout à l'heure, comme si je pianotais sur une table, etc. L'autre amélioration, c'est arriver à conjuguer la résistance et la finesse tout en ayant de la vitesse. Et les 2-3 facteurs en même temps, c'est un petit peu compliqué, pour le moment. Mais ça viendra. Oui. Psychologiquement, vous avez dit que vous n'aviez pas envie d'avoir un bras de couleur de peau. Oui. Est-ce que vous l'envisagez un jour? Pour l'instant, non. Non, c'est-à-dire, la plupart des gens qui me connaissent depuis longtemps m'ont vu sans main. Oui. Donc maintenant, ils me voient avec une main qui est juste un peu différente des autres. Donc en fait, dans ma normalité différente, je ne sais pas si... je reste fidèle à ce que je suis. Si j'ai une prothèse bionique, à quoi ça me servirait de montrer que c'est une vraie main et pas ça? Ça serait malhonnête en fait vis-à-vis des autres. Est-ce que vous pensez que psychologiquement il y a encore des choses à faire chez vous? Ah oui. Non mais à voir, par rapport à ça en tout cas. Mais par rapport à ça et par rapport, c'est plus mon accident en fait qui est psychologiquement lourd à gérer parce que j'ai pas de phénomène de résilience. Donc tous les matins et tous les soirs, quand je me réveille et quand je me couche, je pense automatiquement à la lame de tondeuse qui est en train de s'approcher de moi. Mais ça a été un gros boulot avec mon psy à l'époque. Que j'ai vu assez tard parce que quand on était gamin et qu'on avait un accident dans les années 70, il n'y avait pas forcément un pédopsychiatre ou un psychologue clinicien qui débarquait dans la minute. Et on a fait un gros boulot là-dessus pour réduire le temps en fait où ça me vient à l'esprit. Alors avant ça me prenait 10, 15, 20 minutes par jour le matin et le soir. Et maintenant j'ai réussi à réduire à approximativement 2 secondes. Donc j'ai 2 secondes d'emmerdement le matin, 2 secondes d'emmerdement le soir et après plus rien. Oui, attends. Comment? Comment vous faites pour la bouger? Comme ça. Avec des capteurs qui sont là et là. Non, je sens pas. Mais si tu me serres la main, je vais pas te l'écraser. Tu vois? Donc, mais c'est normal, c'est une question. Est-ce que vous sentez? Ça, c'est un truc qui sera résolu dans quelques années. Et oui. Non. En général, les gens qui ont été amputés d'un membre disent souvent qu'ils ont des douleurs comme s'il y avait encore la partie fantôme qui était... Oui, ce qu'on appelle le membre fantôme. Ouais. Alors ça, c'est quand on a eu l'accident et après. Mais moi, ça fait 36 ans, donc je l'ai eu quand j'avais 5 ans. C'est-à-dire que, hop, j'ai posé le micro. En fait, j'avais tendance à vouloir essayer d'attraper ma main qui n'était plus là. Ou à la gratter, enfin bon. Mais c'est du fait que j'ai eu mon accident très tôt. En fait, les enfants, ça s'adapte hyper vite. Et donc, ça a vite disparu. Mais j'ai pas, maintenant que j'ai ça, il n'y a pas le phénomène du membre fantôme qui est revenu, quoi. Donc voilà. Par contre, au niveau spatial, c'est un peu compliqué quand je l'enlève. Parce que ça m'arrive maintenant, quand j'ai pas la prothèse, et j'ai le réflexe du bras droit de me dire, je vais ouvrir la porte, et en fait, je me rends compte que je le loupe d'à peu près 30 cm. Et donc voilà. Est-ce que vous prenez des médicaments? Ouais, du Doliprane quand j'ai mal au crâne, du pastis quand j'ai envie d'avoir plus mal au crâne. Non, je prends pas de médicaments. Enfin si, pour mon histoire de staphylocoque doré, quand ça se réveille, j'ai un traitement. Mais sinon, non. Je suis assez nature peinture de ce côté-là. Non, mais je veux dire, comme on sait comme très bien qu'une main qui a été, ou un membre qui a été greffé, pose énormément de soucis, de problèmes. Oui, notamment avec la cyclosporine. Mais... Voilà. Et non, là, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas du tout. Non, le seul... on va dire les seules contraintes sont des contraintes physiques directes. Donc il n'y a pas de problème de rejet ou d'infection, de ce genre de choses. Après, c'est plus... j'ai plus croqué, on va dire, ce que je disais il y a du Doliprane par exemple, parce que ça fait un peu mal au crâne de temps en temps, la concentration. Et aussi pas mal de prophénite, parce qu'il faut des anti-inflammatoires, un peu de chevaux quand on commence à avoir les muscles un petit peu trop chauffés. Donc, d'autant plus que j'ai un véritable passif de blocage de dos régulier. Et donc du fait que mon corps s'est rééquilibré, il y a un peu tout qui s'est rééquilibré au niveau de la colonne, des omoplates, des hanches, etc. Donc là, il a fallu que je me médicalise un petit peu de ce côté-là.
Et vous sentez mieux avec la main bionique ou sans la main? Les deux. Non, les deux, je me sens bien autant. La démarche, c'est que je voulais savoir. Moi, j'ai pas l'opportunité ou le souvenir de savoir comment, avant d'avoir la prothèse, ce que c'était que d'avoir deux mains. Et je pourrais demander à des gens en leur disant, ça fait quoi d'avoir deux mains? Ils n'auront pas le langage adapté pour m'expliquer à moi qui n'en ai qu'une. Donc là, au moins, j'ai cette chance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance de les garder comme de l'enlever. Donc c'est pour ça le truc. En fait, je suis devenu une sorte d'hybride. Il n'y a pas un risque d'allergie? Alors, justement, il m'est arrivé un petit truc. À force de trop la porter, en fait, la peau ne respire pas assez et je me suis fait une petite crise d'urticaire il n'y a pas très longtemps. Là. Donc là, un petit coup de cortisone et puis c'est passé. C'était là où était ma question tout à l'heure par rapport à la respiration. Parce que bon, déjà, j'avais un voisin qui avait une prothèse de jambe. Donc, bon, il m'a montré le moignon, tout ça. Bon, mais un petit peu expliqué tout ça, la transpiration, Alors, d'autant plus que sur les jambes, le matériau pour utiliser pour faire le manchon, on va dire, qui va accueillir le moignon, sur les jambes, c'est des matériaux qui sont un peu plus abrasifs, alors que pour les bras, je ne sais pas pourquoi, c'est du silicone dur. Et donc c'est réputé pour ne pas provoquer d'allergie à la base. Mais quand il va y avoir un grand coup de chaud par exemple, forcément il va y avoir de la transpiration à l'intérieur de la prothèse. Donc le fait que ça retranspire dedans, je sais c'est pas très ragoûtant comme histoire, mais forcément ça agresse la peau il y a des démangeaisons qui apparaissent. Mais là ça m'est arrivé 2 fois en 1 an, c'est vraiment très très épisodique. Donc voilà, oui. Quand vous parliez de mal de dos tout à l'heure, oui. Si j'ai bien compris, c'est surtout le fait de ne pas avoir utilisé trop votre bras droit. Vous faisiez tout du bras gauche pratiquement, c'est ce qui a fait un déséquilibre. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait que la masse musculaire étant moins importante du côté droit, en fait je me tenais comme ça avant. Donc forcément, ça perturbe. Et le fait d'avoir la prothèse, en fait, m'a rééquilibré au fur et à mesure. Mais donc forcément ça a retendu certains muscles, ça en a détendu d'autres, ça a détendu les ligaments. Et en fait c'est aussi un des bienfaits de toute cette aventure. Et quand j'étais gamin, en fait mon bras droit, je m'en servais que comme un crochet pour porter quelque chose en fait. Et un peu pour tenir un objet comme si c'était à deux mains mais pas vraiment quoi. Donc voilà, après c'est vrai que toute la partie gauche de mon corps a été ultra sollicitée sur les 30 dernières années. Ça me fait penser peut-être à des personnes qui ont eu quelque chose de différent de vous, mais comme un AVC, et qui oublient un petit peu aussi leur autre bras. Oui, mais on est un peu dans ce phénomène-là. Et tout à l'heure, on en parlait, quand on parlait de kinésithérapie, je parlais aussi de réveil du cerveau. Et réutiliser des zones du cerveau qui n'ont quasiment jamais fonctionné, on va dire. Donc il y a toujours la mémoire de ces choses, hein, mais il faut aller chercher très loin à un certain moment. S'accrocher parce que j'ai eu un employeur qui avait la même et je l'ai observé. Oui, j'ai rencontré des gens qui avaient des jambes. Ah non, je peux pas, non. Ah, si. Non, je peux pas. Mais non, ils vous entendent pas. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Tant pis. Non, je peux pas. Donc j'ai eu un employeur qui était comme monsieur. Et oui, j'ai eu cette chance-là d'avoir un voisin qui avait une jambe avec prothèse et un employeur qui était comme monsieur. Et pour moi, je trouve que c'était une chance parce que il m'expliquait plein de trucs, il se débrouillait, voilà, il compensait, et son bras, il s'en servait comme un crochet, comme vous avez dit. Oui. Et donc, il faisait de la planche à voile, du bateau, de la plongée, de la pêche en plongée, etc., etc., etc. Et moi, alors vraiment, je me suis dit, mais comment il fait? Alors, j'ai posé plein de questions, parce que je suis curieuse. Et j'ai eu la chance qu'il me réponde à toutes mes questions. Donc, quand monsieur dit, je m'en servais comme un crochet pour attraper, oui, c'est vrai, voilà, enfin, c'est vrai, quoi. J'ai vu comment il se servait de son bras comme un crochet. Et rien n'arrêtait, hein. D'ailleurs, je l'ai encore croisé il n'y a pas très très longtemps.
Et elle l'arrête, hein. C'est impressionnant. Mais je ne sais pas si à l'âge qu'il a, je pense qu'il ne pourrait pas s'adapter, enfin je parle à sa place, je pense qu'il ne pourrait pas s'adapter à une prothèse à l'heure actuelle. Je suis pas sûr, parce que une des premières personnes à avoir été équipée avec ça, c'est un Anglais qui s'appelle Nigel Ackland, qui a maintenant 56 ans, il a été adapté avec il y a 2 ans et demi. Et oui, mais il avait eu un accident assez lourd 4 ou 5 ans avant, et en fait il était un peu désespéré, et en fait je pense qu'il y a aussi la niaque de vouloir être réparé, entre guillemets. Donc ça dépend, c'est pas le fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est la volonté qu'on a de vouloir ou de ne pas vouloir une prothèse. Ça c'est dans le schéma psychologique. Si on dit à quelqu'un, il te manque une main et on va te foutre une prothèse, moi on me l'a fait le coup, quand j'avais 14-15 ans, puis je regardais les personnes, j'en disais mais c'est hors de question, c'est pourquoi vous allez... Non, non. Il faut que ça vienne de soi. Si ça vient pas de soi, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Il a tellement tout fait avec son avant-bras amputé que vraiment, moi j'étais scotchée quand je le regardais fonctionner. J'étais scotchée, j'étais émerveillée par cette personne qui était mon employeur. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que si vous aviez eu vos 2 bras, est-ce que vous auriez choisi une autre profession de cette photographe, ou justement elle a été un petit peu choisie en fonction Alors, de n'avoir que seul? J'ai 4 frères et sœurs. Je vais répondre à la question, mais il faut bien comprendre cette partie-là de ma vie. J'ai 4 frères et sœurs. Ma sœur aînée est infographiste. Ma deuxième sœur est opticienne. Mon frère est développeur de jeux vidéo. Et moi, je fais de la photo. Et mon père était un féru de photos et de vidéos. Il avait une immense chambre noire. Il était vétérinaire. C'était un excellent photographe, mais très timide. Et en fait, je pense que on n'a jamais été attiré sur la transmission de la profession. On ne voulait pas devenir véto, on ne voulait pas être médecin ou avocat, ce genre de truc. On s'est vraiment orienté sur des métiers qui étaient en rapport avec l'image. Et non, je pense que j'aurais pas pu faire autrement que de devenir photographe. Du jour où j'ai eu un appareil dans les mains, ça a été une véritable révolution dans ma tête. Donc voilà. Mais après, je me pose plus trop la question. Je me suis posé il y a des années sur et si j'avais eu demain, et si j'avais pas eu l'accident, et si machin. Et puis finalement, c'est pas très grave tout ça. Je veux dire, ça ne reste qu'un accident. J'ai 40 ans, je suis en pleine possession de mes moyens et encore plus maintenant. J'ai un enfant qui a 14 ans, j'ai une ex-femme avec qui je m'engueule pas, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc je n'ai pas à me plaindre au niveau parcours photographique, j'y vais par étapes et les gens commencent à regarder de plus en plus près mon travail, etc. Donc je me pose plus la question de savoir si j'avais eu demain ou si j'avais pas eu l'accident, qu'est-ce que j'aurais fait. C'est presque une question nuisible en fait. Oui. Oui, monsieur. Est-ce que votre main droite est plus lourde que la gauche? Alors non, elle est un peu plus légère en fait. Elle est, on va dire, elle fait 40% du poids de mon bras gauche. Et en métal? Bah oui. Attends, ouf. Attention, attention. Et en fait, tu vois, il y a du métal, il y a du carbone, il y a de l'aluminium, il y a du Kevlar, il y a plein de choses. Et en plus, ça tourne. Il y a sa tête, là, c'est juste magique. Il a fait... Ouais, votre bras, là, comment il tient au juste? Parce que vous l'avez juste emboîté, mais... Alors, là... C'est une ventouse ou c'est... C'est une ventouse en fait, ouais. C'est plus ou moins une ventouse. Ici, là où il y a le petit machin blanc et en alu, en fait c'est une valve de pression. C'est-à-dire que quand je mets la prothèse, l'air est évacué par cette valve, et quand je rappuie dessus, en fait, paf, ça me permet de pouvoir enlever. Et après, au niveau des condyles sur l'avant-bras, c'est un peu plus serré, et en fait ce qui fait que ça tient. C'est-à-dire que t'es costaud toi? Un peu? Allez viens, je me donne toi. Pour dire à quel point c'est quand même pas trop mal foutu. Tire.
Voilà. Il vient de me démonter l'épaule. Donc voilà, donc en fait, c'est assez bien vu pour ça. Est-ce qu'il y a des pays précurseurs là, dans la recherche de membres bioniques ou est-ce que en France Alors en France, ça commence à arriver. Il y a une entreprise à Montpellier qui s'appelle REC qui est en train de plancher là-dessus. Ils ont fait une levée de fonds, ils ont eu 7 millions d'euros là, cette année. Donc ça devrait un peu s'activer. C'est la vieille Europe qui championne. En fait, la boîte en Angleterre, c'est la plus vieille boîte d'orthoprothèse au monde. Elle a été créée en 1921, notamment pour pouvoir réparer les soldats qui revenaient de la Grande Guerre, des soldats anglais. Après, il y a les Allemands aussi qui s'y sont mis quelques années plus tard, puis l'Écosse. Et en fait, il y a un pays, moi j'ai été étonné, c'est le Japon. Je pensais qu'ils auraient été extrêmement avancés, et en fait pas du tout. Ils sont plus partis sur la robotique, plus que de la prothèse et de l'amélioration de gens, on va dire. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour perdre votre main? Alors je me suis gratté, non c'est pas vrai. Non, j'ai eu un accident à l'âge de 4 ans, je suis passé sous un tracteur tondeuse. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est un accident, hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le... Et s'il ne s'était pas passé ça, etc. Le cybernétique, ça peut être les robots aussi, complètement. Oui, exactement. Oui. Les animaux cybernétiques. Entre autres, mais... Les animaux. Mais en fait, les Japonais, j'en parlais, on va revenir sur un truc après. Par rapport aux Japonais, en fait, ils sont partis vraiment sur la robotique, plus pour être au service de l'être humain dans la vie de tous les jours. Et ils sont en train de développer maintenant des éléments qu'ils ont fait en robotique pour pouvoir aider les êtres humains. Notamment, ils ont fait un système de prothèse pour les paraplégiques qui marche très bien. Donc, en fait, c'est une sorte de ceinture avec des fausses jambes où la personne se met dedans et en fait, il y a toute une série de capteurs qui remontent le long de la colonne vertébrale jusqu'au cou. Et en fait, ils peuvent marcher comme tout le monde. Next. Celle-là, il y a 2 ans et demi. Et moi, ça va faire 1 an que je l'ai. Donc voilà. Et il y aura une 4e version, je sais déjà à peu près à quoi elle ressemble. Elle est plus prévue, elle est plus petite. Elle est plus prévue pour notamment les femmes et les adolescents qui auraient perdu une main. Donc voilà. Après, il faut comprendre que la société qui fait ça en produit 40 par mois. Donc l'année dernière, on était à peu près 1600 au mois de mai. On doit être à 2200, un truc comme ça maintenant, dans le monde, à avoir ça. Ce qui est très peu. Et vous dites qu'ils en font des plus petites pour les femmes et les adolescents, mais c'est quand même du sur-mesure, non? Ah non. Ça, c'est une main standardisée. Celle que Nigel a, et c'est exactement la même que la mienne. Et du coup, est-ce que vous avez vos 2 bras qui sont aussi... qui font la même... Alors, la prothèse en soi, l'avant-bras, oui, il est calqué sur mon avant-bras. Mais la main, ils vont pas faire une main qui sera plus épaisse, moins épaisse, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas la sortir en 3 dimensions? En 3 dimensions? Comme les maisons. Ah, vous voulez dire avec des imprimantes 3D? Alors, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Huchet. Au revoir, monsieur. Merci. De rien. Nicolas Huchet à Rennes, qui en fait travaille avec le Fab Lab. Ils sont en train de mettre au point une prothèse qui sera faite avec des matériaux et notamment des imprimantes 3D. Leur but, c'est d'arriver à sortir une prothèse de main qui coûtera entre 250 et 300 €. Parce qu'ils prennent que des choses open source, etc. Mais en termes de développement, là, ça va faire 2 ans qu'ils sont dessus et je pense qu'ils y seront pas avant au moins 2 ans. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a le coût humain aussi derrière, même si c'est du bénévolat, etc. Ça prend du temps. Mais ça commence à bien marcher. Oui. Ça vous fait pas mal quand vous la mettez? Non. Ça m'a fait mal au départ. Au départ. Mais maintenant, non, c'est parfaitement intégré. Je ne sais plus qui m'a demandé est-ce que vous la sentez encore? Est-ce que c'est agréable, pratique? C'est toi, je crois, non? Et en fait, il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas de... Il n'y a plus de gêne. C'est un peu comme si c'était partie intégrante de moi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu as une paire de pompes qui te plaît bien et que tu commences à bien marcher avec, et ben, tu as l'impression d'être dans des pantoufles. Et c'est un peu la même chose, là. Est-ce que du coup vous avez des interdits avec votre main, par exemple pour certaines pratiques sportives ou des choses comme ça ou...
Alors, je me suis pas trop penché sur la question pour tout le dire. Je sais qu'il faut que je fasse attention avec certains types de portes. Parce que parfois les poignées sont un peu trop rapprochées de la porte en soi. Et donc parfois les doigts peuvent se coincer et donc ça peut casser des choses. Donc voilà. Mais après en sport, non, si je vais pas jouer au handball avec par exemple, ça c'est sûr. Donc voilà. En dehors du fait de la payer, est-ce qu'il y a des critères, puisqu'il y en a peu qui sont vendus, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de critères particuliers. Si, le seul critère, c'est que les capteurs musculaires marchent, en fait, sur l'avant-bras. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'onde qui pourrait vous relier le capteur. De quoi, d'onde, par exemple. Des ondes comment? Ah, qui pourraient dérégler? Ouais. Oh bah aussi, on va bientôt... la méthode de communication de la main, par exemple, se fait... électromagnétique, je parle. Oui. Bah, la communication de la main se fait par radiofréquence, en fait, quand je veux la paramétrer par rapport à l'ordinateur. Mais il suffit d'avoir... ça m'est arrivé d'ailleurs l'année dernière à Maker Faire. On essayait de faire fonctionner les réglages, etc. Et ça ne voulait pas parce qu'en fait, il y avait quelqu'un juste à côté qui était en train de faire un arc électrique, qui était en train de produire un champ électromagnétique de malade. Et donc, je ne pouvais plus rien faire. Est-ce que vous pouvez prendre un couteau ou une fourchette pour manger? Oui. Oui. Ça vous gêne pas? Ah bah non, au contraire, ça m'arrange la vie. Vous ne pouvez pas toucher votre tête? Non, mais au moins pour couper. Après, j'ai toujours ma main gauche qui peut toucher ma tête. C'est ça le truc, justement, tout à l'heure j'en parlais. C'est à force de trop vouloir utiliser la main droite sur la dernière année, enfin sur les premiers mois quand je l'ai eu, en fait, j'avais complètement oublié que j'avais une main gauche. Donc je m'énervais, je me disais, j'arrive pas à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils utilisent leurs deux mains et que chacune des deux mains a plus ou moins des fonctions bien précises, en fait. Toi, tu vas être droitier, mais tu vas quand même te servir de ta main gauche pour d'autres choses en adjonction de ta main droite. Donc voilà. Est-ce que les gens qui sont électrosensibles, comme moi, peuvent porter des prothèses? Qui sont quoi? Électrosensibles. Sensibles dans quel sens? Électrosensibles, c'est-à-dire sensible à certaines ondes. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Sensible par rapport à quoi? C'est ça Électrosensible. Ah, électrosensible. Pardon, excusez-moi. Non, enfin électrosensible, c'est-à-dire vous portez pas de montre, ce genre de choses, etc. Je sais très peu de l'ordinateur. D'accord. Parce que... monter la tension. Ah d'accord, oui, dans ce sens-là. Ah, je sais pas. Alors là, bonne question. Mais c'est pas énorme au niveau électricité à l'intérieur. C'est deux batteries de 2200 mAh, c'est rien. Mais je pense pas, non, je pense que ça devrait être possible. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des déchets? Des frites. Alors quand je mets mes doigts de la main gauche dans une prise, oui, ça m'arrive. Mais sinon, non. Après, ça va plus être, c'est pas des décharges qui vont être dues à la prothèse, c'est plutôt des décharges musculaires en fait. Donc là, tu sais qu'il y a une crampe qui arrive en fait. Mais non, il n'y a pas de souci. Moi j'ai une question plus technique par rapport à votre métier. Si vous êtes photographe professionnel, vous devez sûrement utiliser certains logiciels comme Photoshop, des choses comme ça. Exactement. Du coup, avec deux mains, c'est quand même hyper contraignant sur un ordinateur. C'est... Avec deux mains ou avec une main? Avec une main, je veux dire, parce que du coup, si vous disiez que vous ne pouviez pas l'utiliser... Il y a un peu d'habitude quand même à force de servir des programmes, mais comme j'expliquais tout à l'heure, je crois que tu étais dans la régie, en fait, maintenant j'essaye de plus en plus d'utiliser la deuxième main. Notamment pour tout ce qui est raccourci clavier, etc., ce genre de choses. Et ça se fait petit à petit, ça. C'est juste une adaptation standard et logique des choses. Donc voilà. Là, par exemple, vous voyez, là, je viens de mettre la main dans la poche parce qu'au niveau muscle biceps, là, ça commence à tirer un peu parce que je la garde en extension un peu trop longtemps. Là. Pas plus? Bon. Oui, je te laisse. Non, s'il n'y a plus de questions. Écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos questions et puis que ça a pu vous rendre curieux. On a tourné un documentaire qui est passé sur France 4 l'année dernière, au mois de septembre, que vous pouvez retrouver sur YouTube en cherchant ma nouvelle main bionique. Et donc vous verrez, entre autres, mon parcours, celui de Nicolas Huchet, et un peu toutes les technologies qu'on a pu rencontrer
autant en Angleterre qu'aux États-Unis, même les technologies faites avec des imprimantes 3D. Et notamment, il y a un super projet qui s'appelle Enable, qui permet en fait, via des imprimantes 3D, de créer des prothèses pas forcément très compliquées au niveau de la technologie, mais qui permettent notamment en Somalie de pouvoir rééquiper des gens qui ont perdu une main à des coûts extrêmement faibles. Et c'est Microsoft, je crois, qui avait produit ça au départ. Donc voilà. Donc si vous avez 1h10 à perdre devant votre ordinateur, donc ma nouvelle main bionique sur YouTube. Oui. Ça coûtait combien? 35 000 €. Et encore, moi, ça va, parce qu'il y a... je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire il y a 2 ans ou 1 an. Il y a un bonnet rouge en fait, qui avait intercepté une grenade anti-émeute et qui en fait a explosé dans sa main. Et comme lui, en fait, n'a que... il est sectionné qu'au niveau du poignet, en fait, il y a eu quasiment 20 000 € de rajout au niveau de la prothèse parce qu'il fallait trouver des batteries plates, il fallait trouver des capteurs qui soient encore plus plats, etc. etc., etc. Donc voilà, donc moi encore je m'en sors bien. Et ça existe que des mains, enfin que le poignet. Ah, tu veux dire pour faire un poignet avec la flexion? Ça existe Oui, ça existe. Ça existe, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle du short wrist. Donc voilà. Et quel dommage que les assurances ne soient pas encore... La nouvelle technologie, donc nous... Oui, mais je comprends bien, mais comme c'est nouveau... Comme c'est nouveau, il faut du temps. Il faut du temps. C'est comme quand je sais pas, on aura un chimiste génial qui nous inventera le vaccin qui résout tout. Avant qu'il soit mis dans le commerce, il faudra attendre au moins 1 an ou 2 ans. Donc voilà. C'est pas mis dans le commerce, la main bionique? Si, c'est dans le commerce. Mais c'est des accréditations. En fait, au niveau de la sécurité sociale en France, par exemple, quand tu as un médicament qui sort ou quand tu as une nouvelle prothèse qui sort, il faut que ça passe suivant tout un cursus pour savoir si ça va être remboursé ou pas, et à quelle hauteur. Donc ça prend énormément de temps. Et ça existe les pieds bioniques? Ouais. Il y a les pieds et surtout les chevilles, qui étaient un peu la dernière articulation très compliquée à faire. Et il y a un spécialiste du MIT qui s'appelle Hugh Herr, qui a créé ça, et la vidéo est assez rigolote, je n'ai pas là, je n'ai pas eu le temps de la charger en venant. Et en fait, ce gars-là fait voir donc, cette prothèse de cheville sur un gars qui a perdu une jambe, etc., et qui marche le plus naturellement possible. Et il y a une personne à côté qui lui dit, quand même c'est fou, parce qu'il aurait un pantalon, on y verrait que du feu. Et là, le mec qui a créé la cheville, il le regarde et il fait, c'est pour ça que vous avez vu que j'en avais pas 2, moi. Et en fait, le gars, il est appareillé avec ces 2 chevilles-là, donc prothèse, jambes, chevilles, genoux, etc., et c'est bluffant. Et est-ce que les pieds tournent comme votre main à 360 degrés? Non, parce qu'il n'y a pas la même utilité là. Donc voilà, mais ça serait rigolo, tiens. On va tous se transformer en inspecteur gadget dans pas longtemps. Bon, et bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, j'étais ravi. Il y en a des questions, après, non, zut. Vous savez, vous pouvez m'envoyer des mails, je vous répondrai s'il y a des interrogations. Je donnerai toutes mes coordonnées à la médiathèque pour être joignable. Et puis voilà, j'ai rien de plus à dire. Oui, C'était juste une dernière question. Le fait d'avoir conservé un bras, est-ce que ça vous a aidé pour utiliser au mieux la main bionique? Oui. Si vous aviez été amputé des 2 bras, est-ce que c'est plus difficile après pour... Ça aurait été un peu plus difficile. J'en ai croisé un justement l'année dernière qui avait perdu les 2 mains, un ancien militaire, et il a eu un temps de réadaptation qui a duré quasiment 1 an, ne serait-ce que pour faire des gestes simples. Parce que justement, la main valide va quand même supplanter la main bionique. C'est un peu comme quand on regarde, c'est-à-dire qu'il y a un œil qui est plus performant que l'autre chez n'importe qui. Et donc, c'est l'œil le plus performant, en fait, va réguler l'œil le moins performant au départ, pour avoir une vision à peu près nette. Bon, après, si on est myope, on passe vite, etc., c'est encore un autre problème. Mais c'est le plus puissant qui va toujours réguler le moins puissant. Et bien là, c'est un peu pareil. Pour les sportifs, ça pose un problème. Comment, madame? C'est quand on a 2 prothèses à mettre et les 2 bras. Et bien, déjà pour mettre
la prothèse, il faut avoir l'aide de quelqu'un. Eh ben non. Parce qu'on apprend à faire ça justement. Vous nous avez montré comment vous la mettiez. Pour le sportif, ça pose un problème. Et l'enleviez. Mais bon, s'il y en a deux, par laquelle commencer, quoi. Alors, en fait, c'est pour ça que dans ces cas-là, en fait, les ergothérapeutes apprennent aussi aux gens à se servir de leurs bras pour faire des effets de pince et de leurs pieds. En fait, c'est paraît bête, mais c'est des gens très souples, les gens qui ont perdu 2 mains. Donc, mais justement, moi j'avais été bluffé, hein, le mec qui nous a raconté son parcours l'année dernière. Et forcément, j'ai eu cette question, je me suis dit, mais comment tu fais pour les mettre? Et il m'a expliqué, c'est un peu long le matin, mais il y arrive tout seul comme un grand. Oui. Et pour les sportifs, ça pose un problème. Parce que du moment que le sportif porte une prothèse, il va chez un valide. Ouais. Pour l'instant, ouais, mais je pense que ça va changer. Bon, après, si on a des sportifs qui tuent leurs femmes à travers la porte des chiottes, ça pose d'autres problèmes. C'est dommage parce qu'il aurait pu concourir au JO, lui. Et, mais... Oui, mais c'est... alors, il va y avoir une nouvelle discipline de jeu pour les personnes qui seront appareillées avec des prothèses là, qui va arriver l'année prochaine, si j'ai bien compris. Et où il va y avoir donc des disciplines par rapport à... il manque un bras, il manque une jambe, etc., etc. Donc voilà. Bon. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.